Le LGF, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF en ce mardi. Au programme, nous allons revenir sur cette affaire de cette fille à Drancy qui s'est dévoilée, qui subit les insultes des réseaux sociaux. Zemmour et son orchestration avec un scandale ou une fabrication de Bolloré. On en reparlera évidemment de toute cette affaire. Nous parlerons aussi de ces ambassadeurs qui devaient être expulsés, puis finalement Erdogan fait marche arrière. Et dans un instant, interview de Audrey Pronesti. On va parler d'un film compatible qui sort demain, le 27 octobre, avec les deux frères Arag, Hichem et Samir qui seront les invités de Audrey Pronesti à suivre sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec non pas un invité mais deux félons, je ne vois pas d'où, je suis avec des jumeaux. Ils sont auteurs, ils sont acteurs, ils sont producteurs, enfin bref, ils sont comme un couteau suisse. Alors je vais dire tout d'abord bonjour Hicham. Bonjour. Bonjour Samir. Bonjour, vous s'entendez pas double, on est deux. Non, exactement, voilà, vous êtes deux, donc Hicham et Samir Arag, voilà, les frères Arag. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien, je vais faire une petite présentation. Alors, déjà, on va préciser qu'aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler d'un film qui va sortir incessamment sous peu, le 27 octobre exactement, le film Compatible de Patrick Attali. Alors moi j'ai eu la chance de le voir et je peux vous garantir que c'est un très très bon film. Je vous conseille d'aller le voir bien évidemment, mais on rentrera un petit peu plus dans les détails de l'histoire. C'est vous qui nous ferez un petit peu voilà, le synopsis comme on dit dans le jargon cinématographique. Alors je vais quand même vous présenter, donc je sais que vous êtes tout le temps en train de rigoler, vous avez un bon état d'esprit. Bon, en tout cas, pour le coup, je disais tout à l'heure que vous étiez auteur. Pourquoi ? Parce que vous avez 3 courts-métrages à votre actif. Voilà, on a écrit, réalisé, produit nos 3 derniers films. Voilà, on est assez fiers parce que on a tout fait nous-mêmes. Ouais, donc vous avez fait Sacré-Cœur en premier. C'est ça. Après, vous avez fait Narcheta. Voilà. Et après, vous avez fait Grand Gaillard. Grand Gaillard, qui est le dernier petit bébé. Le dernier petit bébé qui peut, après on en reparlera, on reviendra dessus, qui va peut-être devenir un gros bébé. Voilà. On est en train de développer le long métrage. Exactement. Alors on reviendra là-dessus, mais moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi vous faites tout de A à Z. En général, une équipe, chacun a son job en fin de compte. Quand on dit on fait tout nous-mêmes, Samir ment un peu sur ça. Je pense qu'il s'est juste mal exprimé. En fait, quand on dit qu'on fait tout seul, en fait, on autoproduit. On a notre propre équipe, on a notre chargé de prod, on a tout ce qu'il faut en fait, de A à Z, de la production à la post-prod, à la prépa. Chacun son poste, mais c'est notre team. Vous avez une boîte de prod qui est assez originale. Son nom, c'est Studio Cinéma Gueule. Cinéma Gueule, c'est quand même. Alors, ça en dit long sur votre état d'esprit. Donc, ouais, non, c'est assez sympa. D'ailleurs, pourquoi ce nom ? Bah, en fait, on a commencé ça il y a un peu de temps quand même. C'était en 2013-2014. À l'époque, c'était Studio Bagel. Et on faisait des vidéos humoristiques et on se dit putain, nous aussi on va faire nos propres vidéos, mais sans thune, on avait rien du tout, on avait qu'un téléphone. Et bah c'était tout le temps à la base de wesh ma gueule, comment tu vas ? Et ben on s'est dit bah tiens, voilà, on va l'appeler le Studio Ma Gueule, qui sera tout l'opposé de Studio Bagel. D'accord. Et puis bah en fait ça a cartonné et puis c'est devenu un collectif et un peu à la Courtrage mais quoi. Et aujourd'hui maintenant c'est Studio Ma Gueule, c'est toute une team de techniciens, de réalisateurs, auteurs, d'acteurs. D'accord, donc en fait c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que vous faites tout de A à Z. En fait il y a quand même une team derrière. On a une belle team avec nous. Tous nos films reposent sur notre team. Sans notre team, on est personne. On ferait rien du tout. C'est sympa comme petit clin d'œil. Alors, vous avez aussi fait, j'ai jeté un petit coup d'œil sur ce que vous avez fait il y a quelques années. Rabadance, vous pouvez me dire quelques petits mots sur Rabadance ? C'était sympa ça. J'ai bien rigolé, ça m'a mis vraiment de bonne humeur. Alors, on va dire que ça fait partie de la première web série qu'on a fait. On s'est dit allez, pourquoi pas traiter le Ramadan. En fait c'était un espèce de tuto sur le Ramadan parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est le Ramadan. Mais bien sûr. Et voilà, du coup c'était un espèce de petit tuto de qu'est-ce que le Ramadan, mais sur un ton humoristique.
Ouais. Donc on a fait un épisode par jour pendant les 30 jours du Ramadan. Oui. Et du coup ça a très très bien marché et c'est ce qui nous a valu d'être repérés par France Télévisions qui après ça nous a proposé une autre web série qui était Et toi tu votes, c'était pendant les élections. Exactement. Et c'était pour inciter les jeunes à aller voter. Tu m'as ôté les mots de la bouche parce qu'effectivement j'ai trouvé ça vraiment super bien, en tout cas pédagogiquement parlant. Donc pour le coup non, moi franchement j'ai bien rigolé. Ça pour le coup c'est vrai. Donc j'ai vu par contre que vous étiez alors évidemment je me suis renseignée pour avoir quelques petites informations vous concernant. J'ai entendu dire que vous étiez des globetrotters. Alors vous avez fait quand même une 20aine de pays. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tous ces pays. USA, Mexique, Canada, Bahamas, Tanzanie, Algérie, Maroc, Belgique, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Pologne, Écosse, Norvège, Suède, Finlande, Islande, Suisse, Singapour. Enfin non, Singapour c'est une ville il me semble. C'est une ville et un pays. C'est un pays, ouais, ok. Et la Thaïlande, il m'en manque on pourrait dire Barbès, c'est un pays. Un voyage. Château Rouge. En restant dans certains arrondissements de Paris. Alors pourquoi je parle de tous ces pays, c'est que en fait je me demande si en fait c'est toutes ces destinations en fait qui vous inspirent dans ce que dans vous notre faites écriture, en fait. on s'inspire beaucoup. C'est un peu. Il y a ça dans cette liste de pays. Plusieurs pays ont été faits au moins une dizaine de fois. Les USA par exemple, une dizaine de fois par exemple. D'accord. Ouais, c'est nos inspirations. Pour moi, le meilleur diplôme, c'est on a beau avoir bac plus 20, mais si tu ne sors pas de ton quartier ou de ta ville, t'as rien vu, t'as aucun diplôme. Pour moi, c'est le diplôme de la vie. C'est comme ça qu'on apprend des choses en allant voir d'autres cultures, en allant voir d'autres personnes qui sont différentes de nous et qui ont beaucoup à nous apprendre. Alors Samir, justement, dans vos 3 courts-métrages, on te voit plus derrière la caméra. Est-ce que c'est parce que c'est ce que tu préfères faire ou c'est Hicham, toi tu préfères être derrière ou... Après on aimerait jouer tous les deux, mais si dans nos scénarios ça s'y prête pas. Parce que j'ai vu que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, vous avez quand même fait pas mal de choses, vous avez fait pas mal de projets. Qu'est-ce que vous avez déjà fait en tant qu'acteur? Ouais. Oh, j'en ai fait à peu près je vais dire une quarantaine. Ouais, j'ai vu ça. J'ai une quarantaine, que ça passe de la publicité SFR ou la Banque Boursorama avec Brad Pitt, ou en allant jusqu'à la série américaine Patriot où je joue un agent luxembourgeois, enfin un espèce d'agent FBI mais au Luxembourg dans la saison 2 de Patriot. Enfin voilà, j'ai tourné dans plein de choses. J'ai eu la chance de tourner avec Steve Conrad, avec Desplechin, j'ai quand même eu la chance de tourner avec de grands réalisateurs, et c'est eux des grands. Pour moi c'est les grands, et ceux qui m'ont donné l'envie de réaliser et qui m'ont appris aussi. On est autodidacte, on a vraiment tout ça. Pareil, vous m'avez ôté les mots de la bouche. C'est la question que j'allais vous poser, c'est en fait vous avez regardé, vous avez observé. On a fait aucune école de réalisation. On a fait que des écoles de cinéma, d'acting. D'accord. Mais tout ce qui est réalisation, on a tout appris sur le tas, et en fait à chaque tournage on pose des questions. On regarde, on prend note, et c'est comme ça techniquement, que ce soit les focales, que ce soit. Enfin voilà, on a vachement appris avec ces gens avec qui on était juste acteurs, et après il faut se documenter, il faut regarder, on a la chance d'avoir internet aujourd'hui et qui peut nous apprendre beaucoup de choses. Donc, Pour revenir à votre inspiration et justement à vos différentes destinations, pourquoi j'en ai parlé aussi, c'est parce que dans plusieurs de vos courts-métrages, en fait, vous tournez en décor naturel. Pourquoi ce choix? Pour plus de réalisme. Et pour que les gens s'identifient et que se projettent dans nos films. Mais après, c'est aussi question de budget. on autoproduit tous nos films, et qui dit faux décor, c'est de l'argent, c'est des studios, et du coup ce qui est gratuit, c'est la nature, on y va et on pose notre caméra. Mais le billet il n'est pas gratuit, donc après ça dépend des destinations. Oui. Après notre premier film, on a eu la chance de pouvoir tourner en Islande.
Mais voilà, là c'est pareil, l'anecdote c'est qu'on n'avait pas de thunes, on s'est regardé, on s'est dit putain comment on fait, il faut vraiment qu'on aille tourner là-bas. On avait un ordinateur pour deux, qu'est-ce qu'on a fait, on l'a vendu et on est parti tourner là-bas. Non mais alors cette scène, parce que moi j'ai vu tout ce que vous avez fait, cette scène elle est juste magistrale parce qu'en fait, moi quand je l'ai vu je me suis posé la question, je me suis dit mais non, c'est du naturel, c'est pas possible. Souvent on nous pose, on me dit mais c'est du fond vert ça. Ah non, c'est... Non, mais... J'ai risqué ma vie, je me suis assis au bord d'une falaise où c'était les entrailles de la terre. Mais les paysages, ils sont sublimissimes, quoi. Ouais. Donc, franchement, rien que ça, même vous faites régulièrement des projections de vos courts-métrages. Donc, pareil, les auditeurs, je vous incite à aller les voir. De toute façon, à la fin de cet entretien, si vous êtes d'accord, bien sûr, vous donnerez vos réseaux sociaux pour qu'en fait on puisse vous suivre. On est très actifs sur les réseaux. Exactement. Quand on fait des projections, quand il y a des projets qui arrivent. Voilà. Donc n'hésitez pas. Que les gens se déplacent. Et surtout, ce qui est intéressant dans vos projets, c'est que il y a toujours un message, une morale en fait. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Vous, quand vous pensez le film d'abord, puisque vous êtes auteur, votre objectif c'est quoi? Il y a toujours quelque chose derrière, c'est-à-dire que vous voulez faire passer quoi comme message? On veut sensibiliser les gens sur on va dire, par exemple, le premier, ça traite de l'handicap sourd et muet. On veut en fait aussi sensibiliser ce genre de personnes. Ouais. Voilà. Ah ouais. D'accord. Pour Grand Gaillard, c'est le dernier. Je garde le meilleur pour la fin. Maintenant, je vais passer donc au film où vous jouez tous les deux. Voilà, donc le long métrage produit par Patrick Attali. Vous jouez tous les deux. Alors moi j'ai un petit peu souri parce que pareil j'ai reçu une petite anecdote et je me suis demandé si c'était pas inspiré d'une petite histoire que vous avez vécue petit, quand vous étiez à la maternelle. Je peux pas spoiler le film, mais ça vous rappelle pas quelque chose? Vous avez... oui, mais ça on l'a fait toute notre jeunesse. bon, ça après oui c'est vrai. Oui, il y a une anecdote où en fait on s'est changé les classes quand on était petits. C'est ça. Et en fait l'un de nous deux s'est ouvert la tête. Ah non mais ça je savais. J'en étais pas jusque là, mais je savais que vous vous amusiez, en tout cas vous l'avez fait une fois. Ouais, on l'a fait pas, mais ça a mal tourné en fait. Ça a mal tourné, c'est qu'on s'était échangé les classes. Oh là là. Et en fait, l'un de nous deux s'était ouvert la tête, sauf qu'il était dans la mauvaise classe. Et les deux professeurs se sont battus pour dire non, c'est le tien, non, c'est le tien. En fait, elle voulait se décharger. Il y a des questions de responsabilité. Voilà, elle voulait se décharger. Et en fait, sauf que nous, on s'était échangé les classes et que en fait, l'autre s'était ouvert la tête. Et... je dis ça parce que bon, voilà, dans le film Compatible, sans spoiler, effectivement, vous êtes des jumeaux et vous êtes amenés à vous intervertir dans vos vies. Je spoil pas. Non. Je dis juste ça. Voilà. Donc, on peut dire le pitch après. Donc, avant de parler du synopsis, on va écouter la bande-annonce du film. On y va. Ne mange pas si vite. Non, mais c'est des amis, m'attendent, je suis pressé là. T'es sûr que tu vas pas voir Déborah? C'est interdit. Rachid, tu vois bien que c'est pas possible. Mon père, il se doute d'un truc là. T'approches pas d'elle! Non mais sérieux! Elle est fauche, t'es robot! Vas-y, tais-toi ta gueule. L'archouma, sérieux! Plus un enfant, papa, tu peux plus rien faire. C'est fini. Je peux plus rien m'interdire. Je suis enceinte, Rachid. Merde! Demain matin, à la première heure, tu vas te faire avorter. D'accord? On le garde pas. Tu dégages, je veux plus te voir ici, t'entends? T'es plus ma fille! Yeah, Yacine is back! Tu as une forme particulière de cancer du sang, donc une leucémie, mais je pense qu'il va falloir envisager une greffe de moelle osseuse. Donc il faut que je puisse rentrer en contact rapidement avec tes parents, de façon à pouvoir savoir si tes parents peuvent être donneurs. Vous savez que je fais le ramadan, je vous l'ai dit plusieurs fois! Samy, je fais aucune différence entre noir, arabe ou juif! Je travaille pas pour un raciste, moi!
T'es musulman? Bah ouais. Et toi? Bah, je suis juif. On a été séparés à cause de la religion. Ils avaient peur d'être rejetés. Et nous, on nous abandonne comme ça. Et on revient, voilà, donc après cette bande-annonce. Donc on t'écoute Hicham, raconte-nous un petit peu ce synopsis pour qu'on comprenne un petit peu justement cette bande-annonce. Je vais essayer de raconter sans spoiler. Bah ouais, très dommage. En fait, c'est l'histoire de deux jumeaux. Tu peux commencer par le commencement. Bah oui. C'est l'histoire de nos parents. Voilà, c'est l'histoire de nos parents. En fait, c'est l'histoire de Déborah et Rachid. Dans les années 80. Dans les années 80, Déborah qui est juive et Rachid qui est musulman. Et ils vivent une grande histoire d'amour interdite. Voilà, ouais. Ils vivent une grande histoire d'amour Pourquoi interdite de leur religion. De leur religion. Alors, différence religieuse. Bah oui. Qui, pour leurs parents, n'est pas compatible. Ouais. Du coup, accidentellement, Déborah est enceinte. Ouais. Et sauf qu'elle est obligée de se séparer des deux petits jumeaux, ce qui crève le cœur des parents. Bien sûr. Et du coup, 26 ans après, on découvre la vie de chacun. On découvre la vie de chacun. Ils ont été séparés à la naissance. Bah oui, parce que c'est ça. J'attendais que Samir réagisse. Ils ont été séparés à la naissance. C'est ça. Les pauvres petits. Voilà, ils ont été séparés à la naissance. Et le karma en a joué, c'est qu'il y en a un qui a été élevé dans une famille juive et l'autre dans une famille musulmane. Et il y en a un des deux qui tombe malade et gravement malade. Il a besoin d'un donneur pour survivre. Et du coup, avec des recherches, oui. Il trouve qu'il est compatible, d'où le titre du film Compatible. D'accord, et on n'en dira pas plus parce que si on racontait tout. Mais en tout cas, non, vraiment, c'est un très très beau film parce que il est, en fait, pour l'avoir vu, je peux vous dire que c'est vraiment un ascenseur émotionnel. Ça s'arrête pas, en fait. Un coup, on a les larmes aux yeux. Un coup, on est mort de rire. Après, et ça revient les larmes. Et après, on est mort de rire. En fait, ça s'arrête jamais. Et en fait, c'est très, très, très réaliste. Vraiment. Alors, moi, du coup, la question que je voulais vous poser, c'est comment ça s'est passé, en fait? Comment on vous a contacté pour jouer ce rôle? Parce qu'on rappelle que vous avez le premier rôle. Voilà, on a les rôles principaux du film et en fait, Patrick Attali avait mis l'annonce qu'il recherchait des jumeaux et je pense que tout notre entourage qui voit une annonce de recherche jumeaux nous ont tous envoyé. Tout le temps, à chaque fois on reçoit, à chaque fois qu'il y a un projet où ils recherchent des frères ou des jumeaux, ouais. On reçoit l'annonce au moins 15 fois par jour. Et du coup, on a juste postulé et on est arrivé un peu en milieu de casting et ça a accroché tout de suite. Patrick, on a eu rendez-vous avec lui. Il a annulé tous les autres rendez-vous. Il a annulé tous les autres rendez-vous. Il nous a dit écoutez, c'est vous. Je veux vous et personne d'autre. Et du coup, l'aventure a commencé comme ça. Vous avez fait un casting quand même. Non, il sait qu'il n'y avait pas d'autres jumeaux, il a dit allez hop. Non, mais je pense que l'alchimie puis la rencontre fait que après il avait des images, c'est pas comme si on n'avait jamais rien fait. Donc il a vu ce qu'on faisait et puis je pense que c'est humainement c'était un coup de cœur et la petite anecdote c'est qu'il y avait d'autres personnes qui avaient pris l'avion pour venir de Nice pour passer le casting. Il les a appelés sur place en leur disant écoutez venez pas. Ah bah sympa. J'ai trouvé deux personnes, mais ça m'avait fait trop mal au cœur pour eux. Ouais mais bon après c'est les lois du cinéma. Bon après je présume que dans le milieu du cinéma vous êtes quand même un petit peu connu. Un peu beaucoup même. Maintenant on vous souhaite vraiment un très grand succès avec ce film parce que en tout cas, moi je le redis. Il mérite ce film. Il est vraiment beau et je pense que c'est un film qui a été autoproduit et qui n'a pas beaucoup de budget et en général c'est toujours les petits films qui passent un peu inaperçus et on se dit putain mais pourquoi j'ai jamais vu ce film là et qu'il y a plein de messages dedans. Ouais, messages de paix, messages d'amour. Ouais. En fait, c'est un éternel recommencement. En fait. Moi, c'est ça qui m'a vraiment. C'est un film qui mérite quand même qu'on aille le voir. Vous avez mis combien de temps pour le tourner? On a mis un petit mois entre Lyon, Paris et Caen. D'accord. Ok. Bon. Donc, ça a été épique. Non, écoutez, en tout cas, on vous souhaite sincèrement que ça soit diffusé dans un maximum de salles. Et pour ça,
il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Il est au cinéma à Saint-André-des-Arts à Notre-Dame. Voilà, je vous invite tous à aller le voir. C'est une très belle salle en plus. Ouais, donc pour l'instant il est diffusé que là-bas. Ce cinéma a voulu vraiment le mettre à l'honneur. Et plus les gens iront le voir, et plus ça en parlera, et ça fera l'effet boule de neige espéré. Et ça vaut le coup. Non, vraiment, puis ça reste en tête, parce que moi j'ai encore l'histoire en tête, et c'est vraiment très très bien fait. Donc, en tout cas, voilà, donc c'était plus ou moins ce que je voulais mettre en avant. Après, bon... je sais que vous avez une connexion pour faire vos films, et là je veux revenir sur votre dernier petit bébé. Pour l'instant c'est un court-métrage. Grand Gaillard. Voilà, Grand Gaillard qui a pas mal de prix. Qui a gagné un prix à Londres, il me semble. Bon, on en a gagné plein. Le dernier c'est le Rhode Island Film Festival qui est un catégorie 1 quoi, c'est équivalent à Cannes. Et c'est vrai qu'il faut préciser que vos courts-métrages en fait voyagent. Ouais, pas mal. Pas mal. Dernière sélection au Maroc. Pas mal récompensé. Donc c'est à votre image. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage par rapport à Grand Gaillard, parce que dans ce court-métrage il y a quand même plusieurs messages. Donc Samir là. Allez, raconte-nous un petit peu. Grand Gaillard, on parle d'handicap, d'handicap de guerre, plus précisément le PTSD. C'est l'histoire de Mehdi qui a été se battre pour la France en Afghanistan, et malheureusement il reçoit un éclat d'obus. C'est un fils d'immigré qui joue très bien d'ailleurs. Bien sûr, qui joué par Mehdi Alaoui, un très grand acteur qui nous s'affectionne particulièrement. Qui a joué aussi dans Al-Shetan aussi. Et donc, cette fois-ci on retrouve dans Dangar. Voilà, et puis c'est un revenant qui se retrouve confronté en fait à son handicap, son petit frère Brahim qui malheureusement va devoir endosser le rôle de grand frère, sachant que Madib fait pratiquement 2 mètres et 120 kilos, donc d'où le Grand Gaillard, parce qu'il a une dégénérescence, une régression mentale, donc en gros il a l'âge, un corps d'adulte avec un âge de 8 ans quoi. Il est extrêmement émouvant ce court-métrage, et j'ai vraiment hâte de voir le long-métrage, parce que franchement je me demande comment vous allez le transformer en long-métrage, parce que déjà en court-métrage il est extrêmement émouvant, donc du coup voilà quoi, on a hâte, mais c'est pour quand à peu près? Parce que... Alors en fait le long métrage on l'a signé avec la boîte de production Cocorico, qui nous fait confiance pour le premier long métrage, et on va dire que c'est dans les circuits. On a déjà livré la première version du long métrage qu'on a écrit avec le grand scénariste Kamel Gemra, qu'on a eu la chance de l'avoir, qui a écrit Tout simplement Noir, qui a écrit Balle perdue sur Netflix, dont il prépare aussi la prochaine. C'est tout pour moi de Madani. Enfin voilà, il a écrit de très non mais là projets. Vous êtes parti pour c'est bon là. Ça y est. On espère. En tout cas, il nous a donné beaucoup de force, il nous a beaucoup aidé, beaucoup appris. Ouais. Et ce qui a donné naissance à un très 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 beau long métrage. Voilà. Donc, les producteurs sont très contents de notre version. Et on va dire que c'est dans les circuits. France Télévisions est intéressée. Donc mais génial. On attend les retombées. France Télévisions, si vous écoutez, n'hésitez pas. Netflix nous a contactés, Amazon aussi. Mais voilà, on est sympa. HBO juste hier. On testait hier, exactement, HBO. HBO. Non mais alors là, moi je serais vous. Je leur dirais non, c'est bon, allez, ciao. Non, en tout cas, on a vraiment hâte de montrer ce film qui nous a laissé amplement le temps de montrer l'avant et l'après de l'histoire. Ouais. Et en tout cas, il y a tout dedans. Il y a la bonne recette, il y a tout, il y a un peu d'humour, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup. Et franchement, ça promet. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Bon, et ben, on se donne rendez-vous. Déjà, on se donne rendez-vous le 27 octobre. Le 27, au cinéma Le Saint-André des Arts, et on y sera. On y sera, c'est sûr et certain. On y sera pour le présenter et puis pour en discuter avec vous si vous avez envie. Et voilà, ça sera avec plaisir en tout cas. Ouais, et moi j'irai une deuxième fois parce que c'était vraiment une très très belle histoire. Et puis de toute façon, communiquez vos réseaux sociaux pour que... c'est très simple, Samir Harag, Samir comme ça s'écrit, et puis Harag. Ça c'est sur Insta ça? Ça c'est Insta, Samir Harag, H-A-2-R-A-G, je répète. H-A-2-R-A-G. Et mon frère, c'est pareil, c'est Hicham avec un H et pas un S pour certaines personnes. Et Harag, H-A-2-R-A-G. Et surtout, le studio Cinéma Gueule, c'est notre team, c'est notre ça nous reflète, on met tous nos projets, et puis on filme pas mal nos tournages, voilà, on peut rigoler en dessus. Et je confirme votre équipe, elle est vraiment bon délire. Ouais. Donc forcément, on tient beaucoup à les remercier en tout cas en direct. Ça se voit à l'image. On vous remercie tous. Je vais pas citer vos noms, vous êtes trop, mais on vous remercie tous. Comme c'est mignon. Bon, en tout cas, on vous remercie déjà. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que vraiment, on tenait vraiment à faire cette interview de vous deux. Et puis, on se donne rendez-vous le 27. Hein, et avec puis, plaisir. En tout cas, merci de nous avoir invités ça c'est sûr. Pour cette interview. Avec plaisir. Salut. À très bientôt. Voilà les frères Harag interviewés par Audrey Pronosti sur France Maghreb 2 dans un instant. Le quiz avec nos chroniqueurs. Et notre premier invité, il est député de la 6e circonscription du Val d'Oise, monsieur David Corcero, réagira finalement à une proposition dont il est à l'origine, puisqu'il y avait il y a plus d'un an proposé le droit de vote à 16 ans pour les municipales, sauf que Anne Hidalgo propose d'abaisser carrément le droit de vote à 16 ans. Réaction de monsieur le député en compagnie de Farid Tabsamani et d'Ali dans un instant. Le LGF sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous en ce mardi. Nous sommes le 26 octobre et je suis ravi d'accueillir sur mon plateau monsieur Ali, notre commercial dans une société informatique. Bonjour mon Ali. Bonjour. Comment ça va? Plutôt bien. Plutôt bien? Oui. Très bien. Alors à tes côtés, quelqu'un que tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant, Farid Tabsamani, notre Farid. Comment ça va mon Farid? Très bien, et toi Christophe? Eh ben écoute, je suis ravi de te voir, Farid. Merci, pareillement. Et elle est avec nous depuis Istanbul. Oula, mademoiselle Audrey Pronesti, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Farid, bonjour Ali, bonjour aux auditeurs. Je suis ravie de participer à cette émission aujourd'hui avec Ali et Farid parce que je pense que ça va être un duo très intéressant. Ouais. Vraiment. Et on a notre DJ national aussi qui est avec nous pour jouer au quiz. Ça va mon DJ? Ça va. Bon, ça Salut, y est. Nabil. Bien remis de Mars. Les gars. Ouais, je savais que t'allais dire ça. Est-ce que vous savez où j'étais dimanche soir? T'étais au Vélodrome. Ouais, j'étais au Vélodrome. Waouh. C'était extraordinaire. Extraordinaire. L'ambiance. Ah ouais. Il faut savoir qu'il est en plein milieu des supporters marseillais. Hein. Oui. Donc on n'a pas entendu un aller Paris ou. Allez, je me suis fait tout petit. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup au Vélodrome, il y a beaucoup de supporters marseillais qui viennent pas forcément de Marseille. Ah bah non, tu sais on en a croisé, demande à Nabil. Oui, c'est vrai. Qui venait de Martinique. Martinique. Oh, c'est des fous les mecs. Je te jure. C'est des fous. Pour le classico. Ah ouais. Oh magnifique. Ça chantait. Ah c'est des fous. Ça chantait, etc. Donc, alors quand il disait Paris, on, je sais pas ce qu'il a dû dire, Christophe. Bah, il disait rien, il écoutait. Ceux qui disent. Et Razik y était ou pas? Non, Razik y était pas. Parce que Razik c'est un habitué de. Ah d'accord. Du Vélodrome et du classico, je sais pas, mais en tout cas. Il est fan de Marseille. Ouais. Oui, Razik, c'est un Marseillais. Alors il faut qu'on se dépêche les gars, parce que je dois appeler monsieur le député. Alors on y va pour le quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Le quiz. Ouais. Quiz. Alors, c'est parti avec mes petites questions. Attention les gars, Madame Pronosti, bonne chance. On est en 1965. La reine d'Angleterre remet l'ordre de l'Empire britannique à quel groupe de légende? Beatles. Les Beatles est une bonne réponse. Écoutez plutôt. Ah ouais. 4 Beatles. Qu'est-ce que c'est bon ça.
Ça te rappelle Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont révolutionné la musique ou Ah pas bah tu peux le dire largement. Ouais. Tu peux le dire largement. Ça c'est de ton époque, mon Ali, ça. Hein Oui, exactement. C'est de mon époque. Il m'a rajeuni. Là. Ouais. Deuxième question, c'est Farid qui a marqué le point. Non, c'est Ali. Non, c'est Nabil. Ah, c'est Nabil. Pardon, excusez-moi, depuis que je suis allé à Marseille, mes oreilles ne marchent plus. En raison d'une hausse de 30% du prix du blé, qu'est-ce qui va augmenter dans quelques jours? Le prix de la baguette. Le prix de la baguette est une bonne réponse. C'est Ali. De 2 à 5 centimes apparemment pour le prix de la baguette. Quel pilote de Formule 1 devient champion du monde? Il est québécois et d'ailleurs c'était une première pour un Québécois. Villeneuve. En 1997, Villeneuve. Jacques Villeneuve est une bonne réponse. Bravo. C'est Nabil? Oui. Les Républicains, le parti des Républicains qui vont désigner, comme vous le savez, leur candidat le 4 décembre prochain lors d'une primaire, ont gagné combien d'adhérents en un mois? 2000. Celui qui se rapprochera le plus 10 000. 25 de la... 10 000 15 000 Alors c'est 16 000. Je crois que c'est Farid et Audrey. Non, c'est après, Audrey. ouais, Elle a dit c'est- 15, Non, elle a dit 15. non, elle a dit 2000. Elle. Non, après, elle a dit J'ai 15 dit- après. Non, arrête, j'ai dit 15. T'as dit 2000. Ah, t'as dit là, 15. bah, elle a dit 2000. Alors tu te Non, elle a commencé rapproches de la en bonne 2000 réponse. après Elle a 15. dit 2000. bah, Ils ont elle a gagné commencé. 16 000 abonnés en un mois, les C'est Républicains. triste. Voilà. Merci. Merci 2003. pour cette bonne foi. Je sais pas qui me prend ma 2003. défense, mais merci. Inauguration d'un quai en mémoire d'un ancien président. François Mitterrand. 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 Bonne Mitterrand, réponse ouais, collégiale. On va dire. Farid. Réponse collégiale. Attends, c'est quoi les points là? Je sais pas. j'en sais T'as rien. 2 points, Nabil. Voilà, et après? Et après, Audrey en 2 a un. également. Voilà. 1. Ouais, tout le monde a 1 sauf moi 2. Ok. Quel pays d'Afrique? Dans quel pays d'Afrique il y a eu un coup d'état hier? Soudan. Soudan. C'est Farid. Soudan. C'est Farid. Ouais. Et enfin, je cherche un homme politique français né en 1916. 21e président de la France. François Mitterrand. Non, François Mitterrand. Bonne réponse Bravo. Pas de ça. de Monsieur Ali. Ouais, je sais pas qui a gagné. Bah, mais- Je crois que c'est Ali. Non, non, tous égalité. 2. Ah ouais Non, peut-être. Non, moi j'ai crois qu'il avait non, moi, 3 j'ai pas points. 2. Moi. Enfin, Il y avait combien de je questions? sais pas si. Il y en avait 7. Eh ben 2, ça fait 6, plus Audrey apparemment qui a eu la bonne réponse. Bon. Bah, En tout cas, je sais pas s'il a compté la collégiale, mais dans le cas de figure, ça changera rien. Parce que... oui, absolument. Fallait Bon, pas être en Turquie, fallait être ici. exactement. Bon, alors, N'importe quoi. d'abord, avant d'accueillir notre député, merci mon Nabil et rendez-vous ce soir à 21h. C'est ça. Voilà, bon retour à la maison. Anne Hidalgo, qui vous le savez, a tenté de faire décoller sa campagne. Quand je dis tenter, parce que ça décolle pas, en fait. Hein, voilà, on voit que dans les sondages, c'est très très bas. A proposé quelque chose, et notamment d'abaisser le droit de vote dès l'âge de 16 ans. Alors, elle n'a pas précisé pour une élection particulière, à l'inverse de notre invité dans quelques minutes, le député David Corsero, qui lui avait proposé le droit de vote dès 16 ans pour les municipales, et uniquement pour les municipales. Quel est votre avis, mon cher Farid Tamsamani, sur possibilité de droit de vote dès 16 ans pour les enfants? Enfin, oui, c'est encore des enfants d'ailleurs à 16 ans. Est-ce que c'est une bonne chose que de faire voter les gamins de 16 ans? Bah, déjà, si ceux de 18 ans votaient, ça serait déjà pas mal. On s'aperçoit quand même qu'il y a quand même une abstention record chez les jeunes pour différentes raisons, effectivement. Hein. Je pense qu'ils sont pas forcément motivés et quand on voit le peu de pédagogie dans les enjeux. Moi, je serais même plutôt d'avis, mais ça n'engage que moi, à rehausser le droit de vote. Parce que j'estime que pour des échéances aussi importantes, qu'elles soient municipales ou autres, l'expression de la démocratie, il faut en être conscient. Donc pour ça, il faut peut-être avoir une pédagogie. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont 70 ans ont une meilleure pédagogie ou sont plus conscients que les jeunes, mais j'estime qu'un peu plus quand même. Donc moi, je suis plutôt, enfin en tout cas, je réfléchis notamment sur la question du vote obligatoire et non pas de l'âge du droit de vote, mais sur l'obligation de voter ou non. Je pense que ça, c'est un vrai débat qui est complexe, hein, je l'entends. J'étais pendant très longtemps très favorable à l'obligation du droit de vote. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. Ouais. Mais bon, voilà, le rabaissement à 16 ans, franchement, je suis pas certain que ça change quoi que ce soit. Bon, alors avant de vous entendre, Ali et Audrey, je vous propose d'accueillir avec nous notre invité, le député de la 6e circonscription du Val d'Oise, monsieur David Corsero. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2 de nouveau. Alors, merci si je dis que cette proposition qu'a faite Anne Hidalgo,
Vous en êtes à l'origine, cher monsieur le député, puisque vous aviez proposé, je crois, il y a quelques mois, le droit de vote des 16 ans, mais pour les municipales. Exactement, c'était l'objet de la proposition qu'on avait fait avec 100 élus et 100 jeunes qui étaient engagés directement. Donc l'objectif est simple, c'est de pouvoir ouvrir le débat sur la démocratie et plus intéresser les jeunes. Et donc nous, notre projet, c'était un projet totalement différent de ce que propose la maire de Paris. Nous, on partait du principe qu'il fallait donner plus de cours d'éducation civique et donner une pratique sur ce que les jeunes connaissaient le mieux, leur environnement scolaire, culturel, sportif, pour qu'ils puissent se dire qu'il y a une théorie qui s'apprend à l'école et une pratique qui s'exécute, et surtout pour qu'ils puissent voir que quand on vote localement, on peut changer les choses, et donc ça a un intérêt pour susciter sur les prochaines élections. Voilà. Alors, comment vous avez réagi, monsieur le député, quand vous avez entendu cette proposition émanant de Anne Hidalgo, et qui n'a pas précisé d'ailleurs pour quelle élection, c'était valable pour toutes les élections ou pas? Pour elle, je pense que c'est valable pour toutes les élections. Écoutez, moi je suis favorable à partir du moment où on parle de la jeunesse et qu'on parle d'ouvrir et de réfléchir à un nouveau mode de scrutin, parce que l'enjeu c'est aussi d'attirer un nouveau mode de scrutin, de réfléchir à comment on peut voter différemment, puisque la jeunesse aujourd'hui n'est pas la même jeunesse qu'en 1974, lors de la dernière modification. Aujourd'hui, il faut aussi réfléchir à comment on peut moderniser notre scrutin à travers le téléphone portable que les jeunes ont sans arrêt à la main, à travers un vote par correspondance, à travers un vote électronique. On peut aussi se dire que c'est aussi l'occasion d'ouvrir plein de portes. Vous savez, à partir du moment où on ouvre toutes ces portes, on parle de démocratie, on parle de la jeunesse, et donc c'est bon pour tout le monde. Monsieur le député, le problème qu'il y a, c'est que la jeunesse ne vote pas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que la jeunesse ne vote pas pour ce qu'elle ne comprend pas. Mais par contre, elle vote pour les élections européennes parce qu'elle a parfaitement compris l'enjeu de l'Europe. Elle vote pour les élections présidentielles parce qu'elle a parfaitement compris l'enjeu du président pour la France. Mais elle ne vote pas trop, et ça c'est vrai, pour les départementales et les régionales. Elle vote moyennement pour les municipales. Mais ça, c'est aussi une vraie question parce que à 18 ans, quand on doit pouvoir voter, très souvent, on a quitté son domicile et donc on est soit dans une autre grande ville pour faire ses études. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, je rappelle que à 16 ans, pourquoi à 16 ans c'est aussi important? Parce qu'à 16 ans aujourd'hui on peut conduire, on travaille, on peut s'émanciper de son foyer familial, et on est aussi pénalement responsable. Donc on a plein d'obligations et pas de devoirs. Et le devoir, c'est d'aller voter. Alors Farid Tabsamani avec moi en plateau n'est pas trop favorable à cette proposition. Farid. Non, je disais que effectivement on avait déjà du mal à faire voter les jeunes de 18 ans qui venaient d'avoir à peine qui étaient majeurs. Moi, j'ai une question à monsieur le député. Cette réforme-là potentielle qu'il propose, est-ce que ça nous concerne uniquement le droit de vote ou est-ce que ça concerne également la majorité? Ah non, ça ne concerne pas la majorité. Ça, c'est uniquement le droit de vote, puisque aujourd'hui, à 16 ans, on est déjà responsable. Donc, on a déjà un certain type de responsabilité. Après, nous, on ne propose pas un abaissement de la majorité, absolument pas. Et après, je vais répondre à la première question qui a été posée. Faire venir les jeunes, c'est un vrai problème. Et parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Il y a quand même une lacune au point de vue de l'éducation civique et des cours d'éducation civique. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'occasion de discuter avec beaucoup de jeunes, quand vous posez des questions sur la compétence du logement, ils ne savent pas à qui elle est attribuée, la compétence sociale, ils ne savent pas à qui elle est attribuée. Et ça, c'est global, sauf qu'on ne va pas voter pour un projet qu'on ne comprend pas. Ali, question, monsieur le député? Disons que la façon dont vous présentez ce projet, je peux qu'effectivement y adhérer, c'est vrai, parce que vous parlez sur sensibiliser les gens, il y a un travail pédagogique, donc là-dessus, je vous suis parfaitement. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, le premier parti de France est le parti des abstentionnistes. Donc est-ce que pour autant, quand on va baisser l'âge de 16 ans, ça va plutôt motiver ou inciter les enfants jeunes à aller voter? Vous avez fait référence aux nouveaux moyens de communication que sont les réseaux sociaux, les portables, aussi j'y adhère. Mais aujourd'hui, sincèrement, comment on va pouvoir faire pour pouvoir capter et sensibiliser des jeunes de 16 ans sur effectivement politique de la ville, comme vous le dites, sur les logements, sur la politique sportive du maire. Là-dessus, je vous suis complètement. Mais pour les séduire, c'est pas forcément facile. Vous savez, en 1974, quand le droit de vote a été abaissé de 21 à 18 ans, bon, bien sûr, je n'étais pas né, donc. Moi non plus. C'est le principe et c'est ce qui est écrit l'histoire. Dans l'histoire, les gens ne sont pas descendus dans la rue en disant on veut un droit de vote. Ils ont répondu on veut plus de responsabilités, on veut prendre notre part sur les vraies réponses et sur les vraies questions sur l'avenir. Et la réponse qui a été donnée, très bien, vous voulez plus de responsabilités, plus d'engagement, on va abaisser le droit de vote et vous allez pouvoir vous exprimer. Mais c'est aussi ça aussi la démocratie. C'est qu'aujourd'hui, la dernière réforme, elle est de 1974.
Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse il y a 20 ou 30 ans. Donc aujourd'hui, il y a aussi une forme d'engagement. Et sauf que ce qui était très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les jeunes, tous ces jeunes, ils vous disent que nous, aujourd'hui, qui sommes aux responsabilités, nous prenons des engagements pour la France sur 20 ans, 30 ans. Mais c'est eux qui sont essentiellement engagés sur l'avenir de la France, parce que c'est eux qui vont devoir assumer nos décisions aujourd'hui, sauf qu'ils n'y participent pas. Donc c'est aussi une manière de leur donner une part de leur responsabilité sur l'histoire, et c'est là où ça devient intéressant. C'est que si on sait vendre les choses, parce qu'il faut très bien dire, si on sait leur expliquer les choses concrètement, et donc ça devient quand même très compliqué de faire participer des jeunes à ces élections-là, parce qu'en fin de compte, ils ne décident absolument pas. Et il y a une autre problématique, et après je vous redonne la parole, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec les maires de ce projet-là, alors je vais vous le dire très clairement, beaucoup n'en veulent pas, parce que ça obligerait les municipalités à modifier la politique de la ville qui est faite pour les 16-18 ans, où aujourd'hui il ne se passe pas grand-chose, parce qu'on ne parle pas à des électeurs qui ne votent pas. Eh oui, c'est vrai, ça c'est la règle. Alors est-ce que cette proposition, Audrey Pronosti, te parle? Et une petite question à monsieur le député. D'abord que je remercie d'avoir accepté, parce que là il faut savoir que le mardi c'est très compliqué en pleine séance à l'Assemblée nationale. Voilà, on est entre deux séances là et monsieur le député nous accorde vraiment quelques minutes. Et merci à lui. Je dois repartir voter, donc je dois tenir mon engagement de l'autre côté. Ah bah oui, vous allez voter quoi, monsieur le député? J'ai pas entendu la question, excusez-moi. Vous allez voter quoi? On va voter le budget. Ah bah c'est important, on compte sur vous évidemment. Alors Audrey? Oui, alors effectivement, moi, monsieur le député, j'entends, j'ai très bien compris votre raisonnement, il est louable, mais pour moi, ça reste théorique. Vous avez parlé du fait qu'il fallait mettre les moyens. Or, les moyens ne sont pas mis en place d'ores et déjà pour des jeunes de 18 ans, donc je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Maintenant, entre 16 et 18 ans, il y a quand même 2 ans, et en termes de maturité, c'est bon, déjà tu sais calculer, c'est bien ça. Non mais voilà, c'est énorme. Après, pour faire en sorte que ces jeunes puissent avoir conscience de cette chance, parce que in fine ça reste une chance. Moi j'ai eu l'occasion de traiter l'abstentionnisme. Alors effectivement, c'était pour les départementales et les régionales, mais je suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait que vous disiez qu'ils s'investissaient plus à l'échelle européenne, peut-être à l'échelle municipale, parce que ça reste plus concret pour eux, mais clairement la réponse qui revenait de façon récurrente, c'était le fait de dire de toute façon ça servira à rien, les politiciens ce sont des menteurs, ils nous disent des choses, ils les mettent pas en application. Enfin bref, vous connaissez très bien les inquiétudes des jeunes. Alors moi je me dis quoi? Je me dis, même si vous avez de bonnes intentions, j'y crois pas. Ah bon, t'y crois pas? Clairement. Bon, écoute. Donc comment? Alors ma question elle est très simple, c'est comment vous avez l'intention de mettre en place les moyens, parce qu'en fin de compte c'est de ça dont on parle. Quels moyens vous voulez mettre en place? Parce que à l'école, clairement en éducation civique, c'est extrêmement abstrait la notion de citoyenneté. Hein, je vous le dis franchement. Hein. Monsieur le député. Vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je l'ai posé en préambule tout de suite. On a un problème de cours d'éducation civique à l'école, et ça, il n'y a aucun problème, on le dit, on le confirme. Donc il faut mettre plus de cours d'éducation civique, et pour les générations qui n'en ont pas eu, effectivement, ça sera plus compliqué de rattraper le retard. Sauf que, si on suit votre analyse, aujourd'hui, je reviens sur les éléments forts, en 1974, quand il y a eu la la modification du droit de vote de 21 à 18 ans, aujourd'hui, les électeurs qui votent le plus, c'est ceux qui ont bénéficié de cet abaissement. Donc c'est bien que, automatiquement, les cours théoriques et l'abaissement a fait en sorte qu'aujourd'hui, les électeurs qui votent le plus, ce sont eux. Donc il y a bien une corrélation entre le fait d'avoir abaissé l'âge, d'avoir donné des responsabilités, et surtout de participer, parce qu'aujourd'hui ils continuent à participer. Moi je vous donne juste quelques chiffres, et après je vous promets que je m'interromps. On ne va jamais voter seul, c'est pas un acte qui s'effectue seul, c'est un acte qui s'effectue soit avec ses parents, ou soit avec des copains et des copines. C'est très souvent le cas, et très souvent, une fois qu'on a voté plus de 2 fois, on devient un électeur régulier. Ce qui compte, nous, dans cette démarche, c'est de déclencher l'acte. De pouvoir aller voter. Parce qu'on compte après sur l'engouement, le fait de se dire, j'ai pu voter sur quelque chose que je maîtrise le mieux, les municipales, parce que c'est mon environnement, j'ai pu voir que ma voix comptait, parce qu'elle a fait réélire un maire, ou elle a fait élire un nouveau maire avec des nouveaux projets. Je peux voir que ça fonctionne pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une impulsion sur les autres élections. Monsieur le député, est-ce que vous êtes prêt à rejoindre la campagne de Madame Hidalgo, du coup? Alors écoutez, honnêtement, franchement, je veux bien,
mais c'est pas du tout ma tasse de thé, le Parti Socialiste. De quoi, Anne Hidalgo, le Parti Socialiste? Non, plus le Parti Socialiste, parce que moi, ma difficulté, c'est que, vous savez, on est tous dans ses convictions et c'est pas ma famille politique. Par contre, je peux largement comprendre qu'on ait des idées qui soient proches sur cette thématique-là, et au contraire, je m'en réjouis. C'est bien de ne pas avoir que des différences. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, tout comme dans les télés, dans les radios, on parle que de Zemmour toute la journée? Pas du tout. Ah non, je vous assure, on a d'autres préoccupations. On a le budget de la France qui est beaucoup plus important, parce que le budget d'aujourd'hui, c'est ce que on pourra faire demain. Donc c'est vraiment nos préoccupations aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout dans la thématique ou sur le tempo Zemmour. Et si vous m'interrogez sur l'émission d'hier, elle était révoltante, je vous le dis. Moi, j'apporte tout mon soutien à cette dame qui aujourd'hui subit des pressions et des insultes sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis, c'est mon sentiment, et que franchement, faire de la politique télé-réalité, c'est pas du tout c'est malsain, je trouve, et que je pense qu'il n'y aura aucun Oscar qui sera délivré ni à M. Zemmour et ni à M. Mordi demain. Bon, merci monsieur le député, au moins c'est clair. Écoutez, la prochaine fois on se voit en studio, hein, monsieur le député. Avec plaisir, vous savez très bien qu'on m'invite, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Je sais, c'est merci vrai. Christophe. Je rappelle que vous êtes le député de la 6e circonscription du Val d'Oise. Votre famille politique d'ailleurs c'est le Modem, hein, on est d'accord. Toujours. Exactement. Voilà. Merci, monsieur le député, salut, à très bientôt. Voilà. Et je salue parce que monsieur le député, à chaque fois que je le sollicite, il répond toujours présent. Voilà, ils sont finalement très accessibles, hein, nos députés. Hein. Voilà, faut le savoir, les amis. Alors, on va passer maintenant à un autre sujet, et à ce sujet qui nous emmène là où tu es, ma chère Audrey, c'est-à-dire en Turquie. Erdogan a encore menacé hier d'expulsion 10 ambassadeurs, dont la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Danemark et d'autres, pour avoir apporté leur soutien à un opposant politique à Erdogan, qui est en prison dans des conditions jugées par l'Occident catastrophiques et lamentables. Donc on a eu cette comment dirais-je, cette annonce hier, sauf que, et comme d'habitude, j'ai envie de dire, Erdogan faisant du Erdogan, Farid Temsamani, eh bien, il y renonce finalement. Qu'est-ce qui a changé? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Erdogan menace et après se rétracte. Non, il se rétracte parce qu'en fait, entre-temps, les 10 ambassadeurs ont quand même communiqué par la suite en expliquant en expliquant différemment leur position, ce qui à mon avis était un geste diplomatique officiel après des discussions très officieuses, qui ont permis effectivement à Erdogan de changer, on va dire, son fusil d'épaule et de revenir sur sa parole. Après, ce qu'il faut expliquer, peut-être qu'Audrey nous le dira mieux que nous, mais il y a un contexte global en Turquie. On se méfie, hein, elle peut se faire dégager de Turquie rapidement, hein. Attention. Non, je crois pas. Je ne crois pas en tout cas. Non, vraiment, faut pas croire ça, vraiment. Non, pas de la Turquie en tout cas. Mais non, ce qu'il faut bien mesurer, c'est le contexte dans lequel Erdogan se trouve politiquement dans son propre pays. Il y a une crise économique relativement sévère avec la chute de la monnaie locale et une inflation galopante, qui fait qu'il est obligé de donner des gages. Donc du coup, en fait, que ce soit en France, que ce soit en Turquie ou ailleurs, lorsque en fait on est très très mal dans sa politique intérieure, on est obligé de faire des à-coups en politique extérieure pour essayer de amuser pour essayer d'exister et amuser son pas amuser, c'est peut-être pas le bon terme. Occuper le peuple. Exactement. Voilà. Donc voilà, en tout cas détourner l'intention sur les choses des réels importantes. Problèmes intérieurs. Voilà. Après, on peut. Mais il fanfaronne beaucoup, Erdogan. C'est ça le problème, c'est qu'il te fait une déclaration fracassante. Et 2 jours après, voire même quelques heures après, il revient en arrière. Et on a du mal à comprendre le personnage parfois. Bon, c'est sa personnalité, je pense que depuis qu'il a pris le pouvoir, maintenant, enfin, on connaît un peu la personnalité du président Erdogan. Par exemple, face à Israël, il a eu des propos très durs envers Israël, la politique israélienne et compagnie, alors qu'ils commercent quoi ensemble. Non, mais c'est plus qu'un commerce. La Turquie est un allié d'Israël. C'est ça. Donc, voilà. Non, mais après, c'est bon, si on doit faire un peu d'histoire, faisons-le. Mais la Turquie moderne, en tout cas, s'il y a eu développement après la Seconde Guerre mondiale et après les années, au début des années 2000, c'est uniquement et exclusivement grâce à leur allié américain. Donc, ils parlent très souvent et parfois ils sont même en désaccord, même très profond sur des différents sujets. Je pense notamment à l'Irak ou à la Syrie. Mais en réalité, ce sont des alliés et la Turquie le sait pertinemment et les Américains le rappellent très très souvent en leur disant voilà, vous êtes quand même, si vous êtes économiquement, faut quand même dire quelques points sur la Turquie.
c'est que la Turquie est quand même une puissance émergente aujourd'hui. Elle est, je sais plus le classement exact, mais je crois que c'est 20e ou 19e puissance économique mondiale, ce qui n'est pas rien, objectivement parlant. Et les Américains leur rappellent en disant, voilà, si vous êtes aujourd'hui à ce stade-là, c'est aussi grâce à nous. Audrey Ponesti, toi qui es en Turquie, là, Istanbul, très belle ville d'ailleurs, il faut absolument la découvrir, cette ville est magnifique. Qu'est-ce que tu penses de... Moi, j'étais assez curieuse surtout d'avoir le ressenti des gens qui habitent ici. Alors bon, j'ai pas parlé avec beaucoup de personnes, mais en tout cas, parce que tu maîtrises pas le turc. Qui sont au fait, non, j'ai parlé anglais, je parle pas. Tu parles anglais, toi? Turc. Ouais, on dirait pas comme ça. Non, mais pour le coup, je suis assez d'accord. Bon, de toute façon, c'est un secret pour personne. On sait très bien que Erdogan reste une personne très impulsive et voilà, c'est pas d'hier. Je rejoins Farid là-dessus. Après, c'est clair que sur le plan économique et diplomatique, il pouvait pas se permettre de garder ces positions-là. Notamment avec les pays comme la Hollande qui, c'est le premier investisseur dans le pays. L'Allemagne, ils ont des relations économiques extrêmement étroites. L'USA, pareil. Et du coup, il pouvait pas. C'est-à-dire que même si en fait, il a décidé d'affirmer une expulsion, en fin de compte, il pouvait pas se permettre. En plus, c'est une décision qui avait été étouffée au départ. Et après, quand il s'est exprimé, c'était pas possible. Donc, en fait, le vrai problème qui se pose, en tout cas, moi, je posais la question, c'est les gens sont pas dupes, de toute façon, vis-à-vis d'Erdogan. Ici, c'est moitié-moitié, les gens, c'est soit ils le détestent, soit ils l'apprécient vraiment, et c'est du moitié-moitié. Oui, parce que je le savais déjà. Mais Audrey, parce que t'es à Istanbul. Alors oui, c'est vrai. Istanbul n'étant pas la Turquie. Ah bon? C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Mais après, ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils se posent la question, c'est pourquoi, en fait, il veut pas appliquer la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il se pose la question si la justice, est vraiment indépendante et tout. Mais c'est légitime, en fin de compte. Mais les gens sont pas dupes, voilà. Ali Erdogan et son fanfaronnage. Alors, moi, je suis ni... moi, simplement, je pense qu'il a une réaction diplomatique, comme le font la plupart des pays. Lorsqu'on n'est pas content sur une décision politique, une ingérence, lui, il estime une ingérence. Oui, il parlait d'ingérence. Une ingérence. Bon, il a réagi. Moi, ce que j'apprécie dans ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des moyens diplomatiques en disant, il y a une ingérence. Au lieu de faire des communiqués à tout bout de champ, là, il prend une décision que beaucoup de pays prennent. On l'a vu ça avec l'Australie, avec le problème entre la France et l'Australie, quand il y a eu un problème économique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rappelé l'ambassadeur. Donc là, c'est vrai de dire, je vais, entre guillemets, expulser. Je pense qu'effectivement, à côté, les 10 pays qui étaient concernés sont aussi, il y a de la réelle politique, sont aussi intimement convaincus que déstabiliser comme ça la Turquie, tout le monde a besoin de la Turquie, et lui, Erdogan le sait bien, on le prend avec le problème syrien. Farid a parlé de la puissance économique turque. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Turquie essaie de se positionner sur différents continents, notamment le continent africain aujourd'hui, avec des velléités, des projets, notamment dans le Maghreb, en Afrique, s'investir en Libye. Donc on voit qu'aujourd'hui, Erdogan veut donner à son pays une grande puissance, et il essaie de réagir un peu comme une grande puissance. Alors, à côté, je pense que c'est un jeu, pour moi, purement diplomatique. Preuve en est, on est comme au Monopoly, la case départ, avec quand même Erdogan qui a un petit peu haussé le ton. Monopoly, il y a la case prison aussi. Oui. Oui, je ne sais pas quoi tu faisais référence, mais bon. À la case départ, dans le sens, effectivement, rien n'a été fait, mais il aura montré qu'il était quand même capable de pouvoir prendre des décisions de façon quand même unilatérale et de les surprendre. En fait, Erdogan, sa politique, c'est toujours de surprendre, et visiblement, en tout cas pour lui, ça a l'air de bien marcher. Mais je suis assez d'accord avec Farid en disant, c'est une manière aussi, comme le font d'ailleurs d'autres dirigeants, on l'a vu dans l'histoire récente, pour occulter, j'allais dire, des problèmes économiques ou des problèmes intérieur, on occupe le peuple avec des tensions externes. Alors, sur le problème économique, ce que soulevait Farid, effectivement, leur monnaie a été dévaluée, a été divisée par 5 en l'espace de 10 ans. On est passé quasiment de 10 livres pour $1 à quasiment $1,07. Mais divisé par 5, pardon. Donc, il n'y a aucun pays, sincèrement, qui peut se permettre d'avoir une dévaluation de sa monnaie par 5. Ça devrait engendrer une crise sans précédent.
Puis visiblement, pour moi, ils arrivent à la contenir. Ça veut dire que l'état de l'économie turque, effectivement, était plutôt bonne. Il y avait une économie sereine, plutôt puissante, avec des croissances des fois de chiffres. Donc ça, c'est comme c'est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais c'est lié à la dévaluation, Farid. Non, en fait, la dévaluation est une conséquence de. Mais la dévaluation a été provoquée le jour où il y avait la réélection de Erdogan, où il y a une tentative de coup d'État. Tu fais référence à 5 dévaluations, par exemple, à diviser par 5. Ouais, ça la dévaluation par 5, on est passé de $1, 1 livre turque, 10 livres turcs. Pas du jour au lendemain. Oui, sur 5 ans. Bien sûr. Sur 10 ans. Voilà, donc c'est pas un instant T. Ah non, pas un instant T. Mais quand on voit cette dévaluation-là, sincèrement, il y a très peu de pays, moi je suis pas loin d'être un pro-Erdogan, il y a très peu de pays qui auraient pu résister à cette dévaluation. Enfin, d'ailleurs, c'est impossible. Ils ne résistent pas, justement. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, on voit pas des Turcs enjamber les frontières et fuir le pays. Donc, alors, il y a quand même une immigration turque. Ah, mais l'immigration turque, elle est en place, elle est en Allemagne et en France. Non, mais je laisse de côté de l'immigration historique. Mais aujourd'hui, on voit pas. Mais l'immigration actuelle. En ce moment, y a-t-il des Turcs qui quittent le pays pour des raisons économiques? Mais c'est pas un espèce de un fléau. Oui, je suis d'accord, c'est pas un fléau, ça. Pas du tout. Non, mais on est d'accord, c'est pas un fléau. Il y a toujours une immigration. Mais aujourd'hui, très clairement, il y a une crise économique qui est sévère en Turquie. Les décisions, en tout cas les réponses que Erdogan apporte, pour moi, prête à confusion, d'où effectivement les dévaluations. La croissance n'est plus là. Alors, elle n'était plus là avant le Covid. Je tiens à le préciser, c'est que en fait, il y a une crise en 2018 qui fait qu'en fait, le pays commence à pâtir, on va dire, des décisions d'Erdogan, notamment sur les taux d'intérêt, etc. Mais moi, je voulais juste, Christophe, si tu le permets, c'est expliquer aux auditeurs pourquoi il y a cette crise diplomatique avec un certain nombre de pays. C'est qu'en fait, il y a un Turc, donc même pas un étranger, un Turc qui est emprisonné oui, bien sûr. En Turquie depuis, si je dis pas de bêtises, 4 ans apparemment, et qui a toujours pas de procès. Donc du coup, les diplomaties, les grandes capitales mondiales, en tout cas pas mondiales, en tout cas essentiellement européennes plus les États-Unis, expriment effectivement le fait que c'est pas normal, c'est pas démocratique. Alors, moi, je pense ils ont carrément demandé la libération. Oui, alors si je dis pas de bêtises, l'homme d'affaires turc en question a une nationalité européenne, a une double nationalité. Enfin, à creuser ce que je dis là, à confirmer ou pas. Mais oui, mais bon, de toute façon, c'est la Cour européenne a donné cette ordonnance et en fait voilà, Erdogan a décidé de ne pas la. Oui, mais il faut expliquer aux auditeurs pourquoi la Cour européenne se mêle des affaires. Donc il a raison quand il parle d'ingérence. Voilà, il faut expliquer pour ça. Pourquoi Moi, je peux comprendre. Non, mais il faut expliquer, c'est que pourquoi Erdogan, en fait, pourquoi des affaires turques se retrouvent à la Cour européenne de justice. Oui. La question, elle est celle-ci. Il me semble, encore une fois, à confirmer, parce que je suis pas spécialiste de la Turquie, mais il me semble que dans le processus de volonté d'adhésion à l'Union européenne, la Turquie avait entamé un certain nombre de choses, dont notamment la reconnaissance de la Cour européenne de justice. À confirmer ce que je dis là, bien naturellement. C'est la raison pour laquelle ils se sont prononcés sur ce cas-là. Mais Cour européenne ou pas Cour européenne, que ce soit Turquie ou pas Turquie, malheureusement, des pays où on enferme des gens sans procès pendant 4 ans... Il y en a plein. Non, il y en a plein, mais très souvent, ce ne sont pas des grandes démocraties. Oui. Teşekkür ederim, en tout cas, pour ce débat, et on va voir, en tout cas, ce que ça va devenir tout cela. Quoi qu'il en soit, Erdogan, qui est revenu un petit peu sur sa décision d'expulsion de ces 10 ambassadeurs de ces quelques grands pays, quand même, que sont l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Danemark, le Canada aussi. Voilà, d'autres pays, bien entendu. Ils étaient 10 au total. Dans un instant, on va revenir en France avec, comment dirais-je, des débats aussi catastrophiques, des débats politiques qui sont d'un niveau extrêmement bas. Faisant référence à une émission hier qui faisait sa première, c'était Face à la rue, présentée par Jean-Marc Morandini sur CNews, qui avait comme invité à Drancy Éric Zemmour et cette scène de Rachida qui, vous l'entendrez d'ailleurs dans un instant, a enlevé son voile, ainsi proposant à Zemmour: si vous enlevez votre cravate, j'enlève mon voile. Sauf que depuis, ça a pris des proportions absolument lamentables, aussi bien d'ailleurs des deux côtés, on va le dire. En parler, vos réactions nous intéressent. 01 40 33 9 000, à tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, le grand forum, votre émission de référence tous les jours au quotidien de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui Ali,
qui est à nos côtés, avec Farid Tabsamani aussi présent ce mardi. Je sais que c'est peu commun, mais il est là aujourd'hui le mardi. Oui, voilà. Malheureusement, je suis pas enfin, je serai pas là vendredi, donc du coup, je me suis proposé pour venir mardi. Mais c'est avec grand plaisir. Et Audrey Pronesti qui est en vacances à Istanbul. Heureusement qu'il est venu mardi, il nous a ramené plein de chouquettes. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ose pas dire l'histoire de ces chouquettes-là, parce que je les ai pas payées encore. Ah ouais. Ça, c'est bien. J'ai oublié mon portefeuille à mon bureau. Toujours de l'histoire. Oh là. Ah ouais, non, incroyable, incroyable. Non, l'intention était là. Et donc, du coup, je vais devoir taxer les collègues pour pouvoir payer les chouquettes tout à l'heure. Incroyable. Allez, c'est parti, on revient en France après avoir parlé d'un sujet très intéressant. On va parler un peu de sujets dont j'ai même pas l'adjectif pour le qualifier. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Ah, on va remettre les choses un peu dans leur contexte. C'était hier matin le lancement d'une nouvelle émission, ça s'appelle Face à la rue, où le principe de cette émission, animée par Jean-Marc Morandini, c'est d'inviter d'éventuels candidats à la présidentielle, je dis éventuels parce qu'il ne s'est encore pas prononcé, à venir rencontrer les gens dans une ville choisie. Donc c'était à Drancy et l'invité était Éric Zemmour. Alors, évidemment, déjà rien que ça, le buzz était déjà assuré, sauf qu'il y a eu dans cette émission plusieurs intervenants et notamment une fille qui s'appelle Rachida, franco-marocaine, qui a mis il y a peu de temps le foulard, et c'est son choix. Et il y a eu cet échange hier matin dans cette émission. Je vous propose d'écouter, c'est l'échange en l'occurrence qui fait le buzz depuis hier matin. Écoutez. Alors enlevez-le si le foulard n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate à ce moment-là. Mais je l'enlève quand vous voulez. Mais moi aussi je. Mais la cravate n'est pas un air. Alors allons-y. La cravate, madame. La cravate. Enlevez votre cravate, j'enlève mon titre. Alors allons-y. Très bien. Voilà. Très bien, madame. Non, vous l'enlevez pas là. Voilà, très bien. Alors. Voilà, très bien. Alors. Et ben vous voyez là, vous respectez la laïcité. Non, si, je madame. me respecte moi-même. Non, madame. Voilà, donc c'est un court extrait évidemment de ce qui s'est passé hier matin. Ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On a parlé de coups montés de la part de la production. Je tiens juste à préciser pour ceux qui se prennent pour des journalistes sur Twitter que la production de Jean-Marc Morandini est totalement à part de celle de CNews, et je l'ai vu de propres yeux. D'ailleurs, pour être très clair avec vous, cette émission a lieu en dehors des locaux de CNews. Pour être très précis, elle avait lieu jusqu'à l'année dernière, jusqu'en juin dernier, dans les locaux de Non-Stop People qui sont tout près de l'Étoile. Donc voilà. Deuxième chose, effectivement, on a dit et accusé, à tort ou à raison, j'en sais rien d'ailleurs, Bolloré d'être derrière ce coup, puisque cette dame Rachida a travaillé pour une des entreprises du groupe Bolloré jusqu'en 2017. Elle s'en est pas cachée, d'ailleurs elle l'a dit. Elle a aussi dit qu'elle a été contactée de bouche à oreille par son frère pour échanger avec Éric Zemmour à Drancy. Elle n'habite pas à Drancy, elle l'a rappelé. Tout ce qu'on voit et qu'on constate, c'est une déferlante de haine, je dis bien de haine, scandaleuse, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, envers cette femme qui effectivement a employé ce type de communication qui est le sien pour montrer que c'était une femme libre. Elle a décidé, effectivement, proposant à Éric Zemmour d'enlever sa cravate, eh bien je retire mon voile, mon foulard, pour vous montrer que je le fais pas parce qu'il m'est demandé de le porter de la part de quelqu'un, mais c'est mon choix. Alors ça peut paraître évidemment maladroit ce geste, mais est-ce que ça mérite pour autant Ali, cette déferlance de haine de la part de musulmans ou autres d'ailleurs sur Twitter, qui l'insultent de tous les noms. Et on reviendra peut-être un tout petit peu plus tard avec Farid et Audrey aussi sur l'aspect du coup monté de cette affaire. Ali, franchement, même si ça peut paraître maladroit ce geste de Rachida, est-ce que ça mérite ce torrent de boue, de haine? Tu as employé des mots quand même très forts. Oui. La haine, c'est quand même un mot comme... Ah non, mais c'est de la haine, je t'assure, il faut lire des commentaires, c'est violent. Alors moi, comme je te dis, les réseaux sociaux, pour moi, c'est simplement la différence. Les réseaux sociaux, il y a un café, au moins dans le café, quand on va dans le café du coin, on discute avec les gens, on voit les gens de visu, et on peut échanger, on entend effectivement des gens raconter, donner leur point de vue. Derrière un écran, effectivement, c'est très facile, en plus c'est très limité, donc les gens peuvent... Est-ce que ça te choque, par exemple, que Rachida décide, pour montrer à Zemmour que c'est une femme libre, d'enlever son foulard le temps d'un instant pour lui montrer, voilà, je peux le faire, mais je peux le garder, c'est mon choix?
D'ailleurs, elle l'a fait 2 minutes après l'armée. À la limite, moi personnellement, ça ne me choque pas, mais ce qui est intéressant de voir, c'est dans les procédés qui sont utilisés. On a quelqu'un qui est Zemmour, qui, sincèrement, mis à part l'insulte et l'agressivité dont il fait part, vous savez, mais il insulte H24 une religion. Imaginez, hein, le type qui entend l'islam, c'est une religion qui tue, une religion qui ne respecte pas la femme. Et qui lui répond derrière Ali? Exactement, c'est ce que je disais à Farid avant. Moi, je suis content pour Zemmour, parce que Zemmour est en train grâce à Zemmour, en fait, ça dévoile toutes les défaillances et les faiblesses de la société française. Jeu de mots. Voilà. Ça dévoile. Exactement, et je l'ai fait à bon escient. Donc simplement, et sciemment. Donc ce que je disais auparavant, Farid, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre à la limite que ce type peut donner son avis sur la religion. À la limite, il a le droit à les pays libres. Par contre, il faut à côté pouvoir quand même lui apporter des gens et avoir une autorité, quelle qu'elle soit. Et on rentre pas dans tout de suite les séparations, la mosquée de Paris ou des Rales à Benchir. Il faut qu'il y ait des gens, des théologiens, qui répondent à un type lorsqu'il vient raconter à la télévision, qui répète. Vous savez, qui répète. C'est un peu ce qu'on appelle en stratégie de communication le principe de l'autopéripétie. Vous avez H24, vous entendez que la religion musulmane est une religion dangereuse. Au bout d'un moment, on ne peut que y croire. On ne peut que y croire, on ne peut que y souscrire. Et imaginez que déjà la religion musulmane, elle est méconnue par les musulmans, elle est ignorée par le bon non-musulman. Ça, je sais que ça va faire plaisir à Farid, ça. Le connaissant un petit peu. Et là-dessus arrive un type et qui vous raconte des inepties. Il n'y a pas du tout de répondant. Alors cette fille qui, quelque part... sa réaction, est-ce qu'elle était légitime, pas légitime? Elle a réagi comme elle a envie de réagir, à la limite. La religion musulmane est une religion de tolérance. Elle a enlevé son voile, voilà. Et lui, à côté, aussi stupide soit-il, je vais enlever ma cravate. Et il a enlevé sa cravate. Sincèrement, on est en train de parler de l'élection de la 6e ou 7e puissance. Il y a Morandini, effectivement, qui en profite pour faire un gros buzz. Hein, mais d'ailleurs, il y a une autre image dans cette émission où, effectivement, il va dans une boucherie halal et il dit moi, j'ai absolument rien contre les boucheries halal. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que ça. Alors, moi, je leur ai répondu. Zemmour, la même chose. Il met en avant quoi? Il met en avant l'échec des politiques de la ville. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de boucheries ou de quartiers? Est-ce que c'est les gens qui ont décidé... Mais c'est le boucher aussi, hein, parce que quand Morandini lui dit vous êtes un boucher, vous êtes boucher français, il dit non, musulman. Oui, mais voilà, il y a aussi la stupidité parfois. Oui, mais bon, c'est de la maladresse, voilà. Voilà, c'est de la maladresse. Mais raison plus, ça témoigne toujours de l'échec, des politiques de la ville. À Drancy, il y a des boucheries françaises, hein, on peut lui en présenter, sauf qu'ils ont choisi leur quartier sciemment aussi. Hein. Comme je te l'ai toujours dit. Il y a même des boucheries cachères. Bah oui, évidemment, mais ça, on les a pas montrés. Comme je te l'ai toujours dit, Christophe, est-ce que c'est tous les musulmans ou je ne sais pas quoi, tous ces individus qui se sont donné rendez-vous à Drancy, ou bien c'est la politique des villes qui a décidé de parquer dans cette zone-là tous les gens issus de l'immigration dans les années 60-70. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui on ouvre nos yeux et on est en train de découvrir quelque chose. Alors sincèrement... Ouais, mais ça nous pète à la figure quand même assez violemment, parce que... moi je me sens pas du tout, sincèrement. Au contraire, moi, Zemmour, je pense, comme je disais à Farid auparavant, moi il me rend service. Et c'est bien parce que grâce à Zemmour, on va pouvoir mettre en lumière, en avant toutes ces politiques depuis 40 ou 50 ans. 40 ou 50 ans. On est en 2021, on rentre en 2022. Il y a un type qui passe à la télévision qui vous parle d'immigrés. Oui, mais ça montre aussi une défaillance dans cette communauté aussi. Bien sûr. Il y a des problèmes endogènes et exogènes. Alors, moi, je parlais d'abord du côté exogène, c'est-à-dire le côté politique. Après, il y a des problèmes endogènes, bien entendu. C'est sûr que moi, aujourd'hui, je préfère que les... En tout cas, le coup est réussi, le buzz est assuré. C'est l'objectif, Voilà. En fait. Là, on a parlé que de ça, il y a même d'autres émissions et d'autres animateurs que je ne citerai pas qui ont tenté de récupérer le buzz. Moi, ça a loupé, et j'aurais terminé là-dessus, j'aurais juste préféré quand même qu'il incite. Je ne sais pas si la semaine dernière, on a entendu le Premier ministre qui a annoncé donner 100 € à 38 millions de gens. Oui. Vous savez, pour moi, je crois que sincèrement, c'est la plus grande déflagration que j'ai entendue sur les 15 dernières années. Ça veut dire qu'en France, c'est un véritable pays qui est en train de se paupériser. Et c'est très très dangereux. Parce que donner 100 €, non pas à 10 millions, à 15 millions, on parle de 38 millions de foyers. Alors, à défaut de me parler de voile, de je ne sais quoi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'intéresser aux 38 millions de gens qui aujourd'hui gagnent moins de 2 000 € par mois. C'est vrai que ça fait beaucoup, quand même. Et qui vont, les pauvres, recevoir 100 €. Si demain matin, l'essence augmente de 20-30%, si la baguette augmente, ça veut dire qu'en fait, ces gens-là, je ne sais pas de l'extérieur comment c'est perçu, que la France, que les gens vont mendier pour attendre de l'État de leur donner
un petit complément de revenu. Je pense que la vraie problématique est là et les enjeux sont là. Plutôt que d'écouter quelqu'un qui passe son temps à insulter les gens avec de l'agressivité et un non-respect. Coup monté ou pas pour toi, Farid, de la part parce que c'est ce qui revient sur les réseaux sociaux depuis hier. Hein. Bolloré derrière ça, voilà, elle a travaillé pour son groupe. On a été la chercher sciemment. Le coup du voile s'était préparé. Il y en a même qui disent d'ailleurs elle n'a jamais porté le voile. Alors elle a indiqué qu'elle le porte depuis 9 mois. C'est son problème. Ouais. C'est sa vie. Bon, l'histoire du coup monté, de la part de Bolloré, pour avoir échangé avec lui encore une fois il y a pas très longtemps, je peux te dire qu'il a des années-lumière de ça et qu'il y a d'autres chats à fouetter. Voilà. Ensuite. Et tu confirmes que Morandini, par exemple, la production de Morandini n'a rien à voir avec CNews. Oui. Ah non, c'est la rédaction de l'émission de Morandini, des émissions de Morandini, d'ailleurs c'est le deal qu'il a avec CNews, n'a strictement rien à voir avec la ligne éditoriale officielle. Ça colle quand même, mais bon. Alors, ça colle certainement, puisque la preuve, d'ailleurs, il a, pour sa première, et là où, effectivement, certains internautes ont un peu quand même raison, c'est que l'organisation de cette action, d'une certaine manière, sur sa première, qui était volontairement fait pour faire le buzz, effectivement, c'est quelque chose d'organisé, on va pas se mentir. Bien sûr. Cette pauvre femme qui est invitée, d'ailleurs elle l'explique parfaitement, elle dit voilà c'est mon petit frère qui m'a demandé bah tiens tu vas défendre le voile face à Zemmour. La réalité c'est que vous pouvez pas non, alors moi j'invite vraiment les gens, si un jour on vous sollicite pour ce genre de bêtises, vous pouvez pas, comme l'a dit à juste titre Alit, on peut pas envoyer des femmes ou des hommes qui ne maîtrisent strictement rien de leur propre religion parfois face à des gens qui volontairement va vouloir les tourner en ridicule. Et le plus grand malheur pour moi dans cette affaire-là, c'est quoi? C'est que c'est elle qui propose de faire un comparatif entre la cravate et le voile. C'est pour vous dire que le degré, malheureusement, le degré de réflexion ou intellectuelle ou islamique, appelez ça comme vous voulez, de cette femme-là. Maintenant, elle ne mérite absolument pas les insultes et les menaces qu'elle reçoit. Et ça, c'est aussi une réalité d'une partie de cette communauté où, en fait, ils sont dans l'émotivité. Et quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, moi j'ai même entendu quelqu'un dire que, en fait, la manière dont elle porte le voile, elle peut pas être musulmane, par exemple. Oui, c'est vrai. On voyait un peu ses cheveux, paraît-il. Par exemple. Ouais. Et donc, c'est pour vous dire que, malheureusement, parfois en face... La police religieuse était de sortie. Exactement. Et en fait, ça, malheureusement, on donne l'occasion à des Zemmour et à plein d'autres personnes de dire, bah, vous voyez, finalement, regardez. Ça leur donne raison. Mais complètement. C'est ça le malheur. Le malheur, il est là. C'est qu'en fait, Zemmour, quand il dit, je leur retire ma cravate, il dit, moi, j'ai aucun souci. Et pourtant, il fait une aberration monumentale quand il parle de laïcité à ce moment précis. Au lieu de faire de la pédagogie, ce qu'elle a absolument pas compris, d'ailleurs, il n'y a pas qu'elle qui a pas compris ça, c'est que ce qu'elle ne comprend pas et ce que Zemmour essayait de lui faire comprendre, malheureusement, c'est de dire, bah, finalement, le voile est un effet religieux. Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que lorsqu'on porte le voile, on fait une signification religieuse. Et lui explique que dans ce pays-là, depuis les Lumières, etc., on a essayé de gommer dans l'espace public tout ce qui est religieux. Ça ne veut pas dire que juridiquement, elle a tort, d'ailleurs, de porter le voile, mais il essaie de lui amener cette pédagogie-là qu'elle ne comprend toujours pas, d'ailleurs. Et au final, elle se fait, ça se retourne contre elle, alors qu'elle, je pense, même si je la connais pas, je pense qu'elle s'était dit, je vais peut-être faire... ça part d'un bon sentiment, je pense, de sa part. Il y a des menaces, des menaces. Et aujourd'hui, elle se fait menacer. Et d'ailleurs, elle se fait pas menacer par l'extrême droite. Non, du tout. Elle se fait menacer par ses co-religionnaires. C'est ça. C'est là le malheur. C'est ça le malheur. Le malheur de. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu le tort d'enlever ce voile. Voilà. Après, voilà, on n'est pas. Qui peut paraître maladroit, il faut quand même dire. Voilà. Oui, mais Christophe, on n'est pas obligé de penser tous la même chose. Bien sûr. Non, mais et les gens sont pas obligés de pratiquer parce que je pense pas la même chose que toi que je vais t'insulter et te menacer. Exactement. Et les gens qui pratiquent d'une certaine manière, eh ben, il faut qu'ils comprennent que peut-être que d'autres... Moi, j'en ai marre de cette police de Twitter, là, de ces racisés qui se prennent pour des policiers en permanence, les représentants de la bienfaisance. Tu vois, et les partis de gauche sont responsables de ça. C'est ce que je voulais te dire. On les a quand même beaucoup aidés. Hein. Bah, bien sûr. Je vais utiliser le terme qui choque toujours. Mais vas-y. On appelle les islamo-gauchistes, quand même, qui aujourd'hui d'ailleurs sont les seuls à le tirer sur cette pauvre femme. Et encore une fois, je ne souscris pas à ce qu'a fait cette femme-là. Je pense que lorsqu'on n'a pas le niveau intellectuel, on ne se présente pas face à Zemmour, aussi caricatural, aussi tout ce qui peut être, on ne se présente pas lorsqu'on n'a pas le niveau. Et malheureusement, elle a accepté.
Ça me faisait toujours penser à des plateaux télé à une époque où en fait on invitait des gens qui étaient qu'on allait chercher, les rédactions allaient chercher, parce qu'en fait il faut savoir c'est que derrière il y a un travail journalistique. C'est normal, parce que le public ne connaît pas comment fonctionnent les médias. Exactement. C'est normal. Mais une émission ça se prépare. Vous croyez que sauf que les caméras aurait dû de refuser. Accompagné d'ailleurs de plusieurs gardes du corps, et là aussi il y a eu des réflexions dans ce sens, mais c'est tout à fait contre, normal. Ce que j'ai trouvé. Mais c'est là-dessus, Farid, qu'il faut s'intéresser. Enfin, je veux dire, excuse-moi de te couper, hein. Mais moi, ce qui me navre, alors après, rien ne justifie la haine, quoi qu'il arrive. Ceci étant, moi, ce qui me navre dans tout ça, c'est effectivement l'orientation médiatique sous couvert de buzz, l'utilisation de cette femme qui, en fin de compte, consciente ou pas consciente, que ce soit un coup monté ou pas, il n'empêche que elle s'est montrée devant les médias, peut-être en étant consciente ou pas, comme je l'ai dit, hein, et au final, elle se retrouve victime, comme vous l'avez très bien précisé. Je suis d'accord avec vous, c'est une aberration. Après, moi, ce que je trouve dramatique, c'est d'en arriver à demander à une femme de être capable de retirer son voile. Mais il a pas demandé. Non, il a pas demandé, Audrey. Il a pas demandé. Il a rien demandé, le mec. C'est elle qui. Excusez-moi. C'est elle qui dit si vous retirez votre cravate, je retire mon voile. Non, effectivement, c'est elle qui a parlé de la cravate. Effectivement, c'est ça qui m'a interloqué. Sur la politique du buzz, Audrey, pardon, mais le buzz dont tu parles, ces personnes qui sont. Attends, excuse-moi. Ces personnes qui aujourd'hui se représentent comme l'étendard, enfin des gens qui représentent l'islamophobie. D'ailleurs, sans islamophobie, il n'existerait pas tellement le niveau est très bas chez ces gens-là. Mais pour te dire une chose, que le buzz, ils sont les premiers à en faire, avec des déclarations parfois idiotes, mettant en scène aussi quelques interviews. Je vais citer personne, hein, mais je commence à en avoir marre de cette hypocrisie collective de la part de ces gens-là, que derrière leur clavier et en dehors de leur micro, franchement, vous valez rien. Donc, au bout d'un moment, vous emmenez votre communauté ou ces gens dans l'erreur, dans la politique spectacle, et vous êtes comme ceux que vous dénoncez en permanence. Excusez-moi, hein, franchement, j'en ai marre. Mais justement, c'est exactement ça que je voulais. C'était ça mon raisonnement. C'est instrumentalisé par les partis d'extrême gauche comme la France Insoumise, par exemple. Exactement. Voilà. Oh, ils sont pas les seuls. Non, j'ai dit pareil, comme. Ça veut dire qu'ils sont les seuls. Peut-être n'était pas consciente de la portée de son geste, et quand bien même. Je recevrai Rufin d'ailleurs dans quelques semaines, je lui dirai. Voilà. Pardon Audrey. On va accueillir Jamel qui est avec nous. Jamel 01 40 33 9000. Salut mon Jamel. Salut, comment tu vas Christophe? J'espère que vous allez tous bien. Eh ben on va très très bien, mon Jamel. Et tous les auditeurs. Oui. Moi je propose à Zemmour, il y a Le Pen. Ça fait 17 ans que j'ai pas pris de vacances. 17 ans que je me saigne la santé, je suis malade. Et je continue à travailler. Je lui propose, étant donné que je trouve pas de billet d'avion pour l'Algérie, je lui propose de me payer le billet d'avion, de m'expulser et qu'il me laisse exactement 60 jours pour liquider mon entreprise et virer tous les employés. Et je tiendrai ma parole. Faut pas dire ce genre de choses parce que... Ben, moi, c'est quand il veut. C'est une réaction, je pense, un petit peu émotive. Non, mais il y en a marre. Non, mais vous avez, vous avez raison. Ils en ont marre, les gens, Ali, de se faire insulter du matin au soir, c'est bon. Monsieur, mais vous avez, attends, Jamel. Ouais, Jamel, écoute, Ali. Vous avez parfaitement raison, et vous avez une réaction qui, elle est émotive, elle est pas rationnelle. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Et là-dessus, nous, on est très émotifs, et en général, pas forcément. Alors, vous avez parlé de société, vous avez parlé d'emploi. D'accord. Vous êtes peut-être certainement un Français à part entière. Hein, voilà, vous vivez en France. Honnêtement, j'ai des doutes sur le Français à part entière. Oui, mais ça c'est ce qu'on essaie de vous. Ça c'est ce qu'on essaie. Vous savez, la faculté de Zemmour, c'est vous imaginez, on est en 2021, on réduit une personne à son appartenance religieuse. Et c'est là-dessus qu'il faut aller sur ce terrain-là. Vous imaginez, parce que vous appelez Ali, Mohamed, vous devez être, et vous êtes censé être musulman, vous devez manger halal, vous devez, je sais pas quoi, le mythe qu'il est en train de créer, en train de susciter auprès des gens. Entretenu aussi par des gens de chez nous, hein, pardon. Bien sûr. Attention, hein. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut aussi être capable de balayer dans sa porte de temps en temps. Alors là, Christophe, crois-moi bien que sur les réseaux endogènes, je peux en rentrer. Je peux effectivement, l'ignorant chez nous, des gens qui prennent la parole, et qui ne mesurent pas l'enjeu, monsieur, excusez-moi, comme disait
disait Farid avant, il y a des gens, vous savez, parler c'est bien, mais quand vous êtes en face de Zemmour, lui, il passe son temps à lire des livres et il est payé pour lire des livres. Attendez, il faut quand même rappeler que tout ça, ça arrive avec la complicité de l'État. Moi, je suis de la classe 64, ça veut dire que moi, dans les années 80, on est venu me chercher chez moi pour faire la marche et je l'ai refusé. Et je peux vous citer les noms des gars qui ont fait la marche. Les leaders, vous allez, c'est mes potes. Et quand ils sont revenus, ils étaient déçus. Donc, je ne vais pas encore couvrir ce système. Je dis que s'il veut m'expulser, il n'y a pas de souci, je le prends au mot. J'ai des entreprises en Algérie. J'ai une entreprise. Est-ce que je peux vous répondre, monsieur Jamel? Et je me tire en retraite au bled. Ouais. Est-ce que je peux vous répondre? Vas-y, pareil, réponds-lui. En fait, même si la France voudrait l'expulser, son pays d'origine refuserait. Parce que moi, quand je regarde les réseaux sociaux, je vois les juifs d'Algérie, parce qu'il y en a des juifs en Algérie, hein. On les a pas exterminés, on n'a pas fait le camp de... Comment on appelle ça, le camp de Drancy, là? Comment il s'appelle, le camp, là? Oui, le camp de Drancy. Oui, le camp de Drancy, absolument, oui. Ouais, on n'a pas fait en Algérie le camp de Drancy, on n'a pas déporté les juifs, nous, les Algériens. Bah, regardez sur les réseaux sociaux ce que disent les juifs d'Algérie au sujet de Zemmour. Donc, moi, j'aimerais bien qu'ils racontent un peu la vérité aux gens. Mais arrêtent de nous mentir et cacher la face. Monsieur, je peux vous poser une question? On n'a pas ça à faire. Moi, quand je vais en Algérie, j'ai des amis qui sont juifs, toute leur vie l'ont passé en Algérie. Merci Jamel. Bon, tu restes avec nous, hein. Faut pas déconner non plus quand même, mon Jamel. On a besoin de toi. On a besoin de toi, mon Jamel. La France va mal, on a besoin d'entrepreneurs comme vous. Merci mon Jamel, je t'embrasse. T'inquiète pas. On nous fait passer pour les gens qui auraient déporté les juifs. Non, mais c'est pas ce qu'il dit, hein. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit, hein. Tu sais que même les juifs d'ailleurs sont très énervés après lui. Bien sûr. Par rapport à Pétain et compagnie. Du révisionnisme. Ah oui, il fait gratuit. Mais bien sûr. Salut mon Jamel. Un Jamel en cache un autre parfois. C'est le cas avec nos auditeurs. Salut mon Jamel. Salut à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, jusque là tout va bien, oui, ça va. Voilà, Jamel peut en cacher un autre. Oui, moi je peux comprendre l'émotivité de tout à chacun, mais pas les extrêmes qu'on peut avoir, comme dans chaque situation en fin de compte. Maintenant, ce qui a été dit, voilà, l'émotivité, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, le débat, je pense qu'on en fait beaucoup pour rien. Je le dis clairement, on en fait beaucoup pour rien. La preuve, c'est qu'il a préféré aller voir quelqu'un qui connaît pas les tenants et les aboutissants de la religion, ou bien même politiquement, ou bien l'histoire de France, etc. Mais voilà, moi je pense à Gamal qui l'a invité à plusieurs reprises. Je pense pas qu'il ira le voir sur RT pour débattre avec lui, parce que là c'est pas du tout le même niveau, ça sera pas du tout le même buzz. Ça le desservira. Donc maintenant, je pense que on a, voilà, comme tu sais, la twittosphère, c'est un peu des énergumènes de part et d'autre qui font un peu de tout et n'importe quoi, qui appellent à la haine, tout comme Zemmour. Donc maintenant, je pense qu'il faudrait mieux apaiser tout ça et prendre en considération les propos de tout à chacun. Bon, c'est de la sagesse. Voilà, il y en a marre de Zemmour, il y en a marre. Le mec, il appelle à la haine, il a été condamné pour ça. Et on en parle de plus en plus. C'est fatigant. Maintenant, faut pas céder à l'émotivité. Merci mon Jamel pour ce discours de sagesse. Bon, si vous voulez rajouter un petit truc là-dessus, il nous reste 2 minutes sur cette affaire. Non, mais c'est déplorable. En tout cas, ça montre quand même l'état de notre société qui est quand même dramatique. Moi, ça me fait peur parce que... Non, mais sérieusement, ce qu'il vient de dire, c'est très important. Il ne faut pas céder à l'émotivité. Il faut vraiment prendre du recul parce que cet homme-là, il n'attend que ça. Exactement. Et vraiment, c'est ça qui est navrant. Et c'est pour ça que ça me Donc, fait peur. À un moment donné... Audrey, ça me fait très peur parce que... Pardon ? Moi, ça me fait très peur parce qu'en fait, on est qu'en début de campagne. Ouais. Mais bien sûr. Et quand on va approcher, quand il sera candidat, quand on va voir que sérieusement, il va peser 10-15%, ou voire... eh ben là, ça va être violent parce qu'en fait, il va créer ce qu'il a fait à Drancy tous les jours. Et il impose son calendrier. Franchement, honnêtement, il n'y a pas très longtemps, je suis remontée pour écouter, pas par plaisir bien évidemment, ces discours il y a quelques années. J'ai vu et j'ai revu sa progression. Je me dis que si c'est exponentiel, là effectivement je te rejoins, mais à 1000% Farid. Donc pour le fond, je suis pas inquiète parce qu'il a pas de plan économique et il ne tiendra pas la route. Pour l'instant, il n'a pas de programme. Attention.
Ah, c'est là-dessus qu'il va se planter en réalité. Oui, c'est là-dessus qu'il risque de se planter. Oui, parce que les gens qui le soutiennent et qui lui financent derrière, c'est pas là, c'est pas. Mais il n'est pas tout seul. C'est pas un électorat populaire. Il y a du monde derrière. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quand tu l'interroges, franchement, dernièrement sur l'interview de Routel Krief, quand elle l'a interrogé sur des questions purement économiques, il perd son sang-froid, mais vraiment. Donc, je pense que c'est son talon d'Achille, et il faut espérer que c'est ça qui va le discréditer. Mais par rapport aux idées sur l'immigration et le racisme, hein, voilà. J'ai de la pub, les enfants. On se retrouve dans un instant. Si vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, ça, je prends. Hein, ok, coup de gueule, coup de cœur. Farid, Audrey, Ali, en 1 minute, dans un instant, histoire un peu de changer de sujet. Quoique, c'est vous qui décidez. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum, avec Farid Tamsamani, il est avec nous, avec Ali, avec Audrey Pronosti aussi, qui est avec nous depuis Istanbul, en Turquie. Et est-ce que vous avez, messieurs, dames, un petit coup de gueule, un petit coup de cœur, histoire de bien terminer cette émission? C'est à vous de choisir, voilà, on le fait de temps en temps, on le propose à nos chroniqueurs quand on a le temps, comme aujourd'hui. Je pense qu'on a tout dit sur la polémique, en espérant que ça s'éteigne rapidement, parce que vraiment c'est le niveau zéro de la politique, moi j'appelle ça. Il y en aura d'autres des polémiques. Ouais, je sais malheureusement, mais on est obligé d'en parler et de donner un peu de notre point de vue. Ouais, je suis emmerdé parce que l'autre il nous impose son agenda et on est obligé de. En attendant, on parle pas de vrais problèmes, tu vois. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça, malheureusement. Alors, mon cher Farid, est-ce que tu as un petit coup de gueule ou un coup de cœur? Moi, je t'avoue que je l'avais pas préparé. Donc je sais, c'est fait improvisé. Ouais. Justement, pour d'autres sujets, moi j'ai envie de rendre encore une fois hommage à toutes les militantes et tous les militants qui s'occupent notamment de maraudes, qui s'occupent notamment de gens qui sont les plus démunis, qui sont dans la rue, parce que ça c'est un véritable fléau. Tout à l'heure, Ali a exprimé un terme qui est très juste, qui n'est pas récent, mais qui est l'appauvrissement de notre pays, et je pense que c'est un véritable sujet. Voilà, moi je voulais rendre hommage à tous ces gens-là, que ce soit les Restos du Cœur, que ce soit les associations qui donnent des repas, ou tout simplement tous les gens dans les quartiers qui aident leurs prochains, parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent, et voilà. Et ça on les montre pas parce que c'est pas vendeur évidemment. Voilà, merci beaucoup en tout cas mon cher Farid pour ce petit coup de cœur. Ma chère Audrey, coup de gueule ou coup de cœur? Bah écoute, j'ai envie de rendre un petit hommage parce que dernièrement j'ai vu une vidéo qui m'a fait super plaisir aux diverses associations dans les quartiers qui s'occupent des jeunes, justement, qui les encadrent, qui leur proposent des activités liées à la musique, à des ateliers d'écriture, et c'est de ça dont ils ont besoin, et surtout d'être tirés vers le haut, et à travers ce genre d'activité, ça ne peut que favoriser l'intellect bien sûr, et puis voilà, augmenter leur estime d'eux-mêmes, et voilà. Donc moi je voulais rendre un hommage aux différentes associations qui s'investissent sur le terrain et qui ne comptent pas leurs heures, qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font. Voilà. Très bien, merci beaucoup Audrey. Avant de te laisser la parole, mon cher Ali, moi je voulais rendre hommage au public du Stade Vélodrome qui pour le coup m'a vraiment voilà, m'a vraiment surpris. T'es devenu Marseillais. Non, mais j'ai trouvé une ambiance absolument extraordinaire. Et un autre truc que j'ai découvert à l'âge de 44 ans ce week-end, c'est les toilettes japonais. Hachek. Alors là, les gars, franchement, il faut que vous goûtiez à ça, c'est magistral. Magistral. Mon cher Ali, à toi de jouer. Coup de gueule ou coup de cœur? Oh, moi j'ai un petit coup de cœur. J'ai eu l'occasion d'avoir une petite vidéo qui montrait un monsieur qui a vécu à Marseille pendant qui était à la retraite et qui vivait dans une petite chambre. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Moi j'ai juste envie de dire aux gens aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, je crois qu'il faut vraiment qu'on apprenne à s'aimer, c'est important. Il faut qu'on apprenne à aimer notre culture. Ouais. Il faut qu'on apprenne à donner confiance à nos enfants. Il faut qu'on apprenne, c'est fondamental et important, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos enfants sont plutôt dans un contexte un peu délicat. On parlait avant de violence. Beaucoup de confiance. Tout ça pour une vie meilleure, et surtout ne pas oublier qu'à l'époque, nos parents, quand ils se sont sacrifiés pour nous, ils se sont sacrifiés pour qu'on ait une meilleure vie, et on se doit quelque part de leur rendre de façon, je dirais, mémorable. Voilà. Merci beaucoup, mon Ali, pour ce coup de gueule et coup de cœur.
On prépare des trucs hein, pour la campagne, notamment un petit truc qui, voilà, bon, vous allez voir, les auditeurs vont aussi pouvoir s'investir et faire leurs propositions parce que finalement, il n'y a pas que les candidats qui se présentent à cette élection qui ont des choses à proposer. Peut-être que le public lambda aussi a des choses à dire et à faire valoir. Donc ça peut être intéressant aussi d'entendre le peuple là-dessus, faire des propositions sur un truc qu'on pourrait appeler genre moi président. Tu vois, ça vous rappelle quelque chose, ça, moi président 2012 Un petit peu. Un petit peu, ouais, voilà. Moi, il rêve toujours, tu sais, de revenir. Hein. Ouais, c'est ça. Et bah, avec un livre, il s'en prend à tout le monde, là, pour le coup. Il n'y a pas de jaloux. Hein. Voilà. Donc, demain, on sera avec Philippe Bouriaki, Nasser Lajili et Pierre-Henri. Demain, entre 16h et 18h. Merci beaucoup, mon Farid, d'être venu. Merci à toi, Christophe. Merci, mon Ali. Merci, ma Audrey. Passe de bonnes vacances. Profite bien. Bonnes vacances à toi. Et va manger un bon petit grec pour nous. Un vrai grec, hein, pour le coup. En plus, on mange super bien. Faut pas croire, il n'y a pas que des vrais. Je sais. Il y a des magnifiques restaurants en bord de... sur le bord du Bosphore, effectivement. Ouais. Et puis, cette mosquée, là, la mosquée bleue, c'est magnifique. Hein, c'est vrai. À Istanbul. Oh là là, ouais. Vraiment, les deux, là, c'est juste magnifique. Vraiment. Alors, il est 19h bientôt hein, pour toi. Hein, c'est ça, 19h. C'est l'heure d'aller manger, quoi. Exactement. Bon, bah, bon appétit, ma chère Audrey. Début de la soirée, pour faire la fête aussi. C'est ça, pour faire la fête.